Bonjour, nous continuons le cours Comprendre les microcontrôleurs. Nous avons déjà parlé de programmation, nous avons déjà parlé du langage C, mais aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu plus en détail sur certains points concernant ce langage C. Nous donnerons quelques éléments de son histoire, c'est intéressant. Nous donnerons quelques explications sur les variables et surtout sur les assignations. Nous parlerons plus en détail des structures de contrôle qu'il est évidemment essentiel de bien comprendre pour pouvoir faire même des programmes simples. Et finalement, je dirai quelques mots sur les procédures ainsi que le programme principal. C'est en 1972 que le langage C a été créé. Donc vous imaginez que c'est extrêmement ancien. À cette époque-là, on utilisait des mini-ordinateurs qui étaient grands comme une armoire. Et il n'y en avait pas beaucoup. Donc la situation était très différente de la situation actuelle. Ça a été développé dans les laboratoires Bell de la grande société américaine AT&T, société de télécommunications, donc par Dennis Ritchie. En fait, c'est même le résultat de l'évolution de langages plus anciens, en particulier le langage B. C'est peut-être l'explication de son nom, il s'appelle C ou alors C comme compilateur. Étant donné la puissance des ordinateurs de l'époque, c'est finalement un langage qui est proche de l'assembleur, qui est relativement simple et surtout qui a une écriture extrêmement concise. Et finalement, c'est cette simplicité, cette concision qui fait du langage C un très bon candidat comme langage de programmation pour les microcontrôleurs. C'est beaucoup plus tard que ce langage C a été standardisé sous forme d'une norme ANSI en 1989 et également en 1999. Le langage C a été l'ancêtre de beaucoup d'autres langages de programmation. Beaucoup de langages modernes s'inspirent de la syntaxe du C. Je cite très simplement comme exemple le langage Java. Le C++ est un autre langage que le langage C, bien qu'il a énormément de points communs, mais c'est une très grande extension du C. Je signale que la communauté libre autour de Linux a un projet qui s'appelle GCC, donc GNU Compiler Collection, qui dispose d'un grand nombre de compilateurs pour un grand nombre de processeurs. Et ce GCC est la base de beaucoup de compilateurs qui sont utilisés pour les microcontrôleurs. Et étant donné que c'est un produit libre, open source, il est évidemment facile de l'obtenir. Je vais commencer par dire quelques mots sur les variables. Les variables, c'est un concept extrêmement important. Des variables, c'est des cellules dans lesquelles on va pouvoir mettre un contenu. Physiquement, ces cellules sont en mémoire vive. Chaque mémoire a un nom. Ici, j'ai mis le nom X. Elle a également un type. C'est extrêmement important de savoir le type. Alors, je ne vais pas parler aujourd'hui de type. Je vous dis simplement que le int signifie donc integer, c'est-à-dire un nombre entier, mais on parlera plus en détail des types plus tard. Une variable va contenir une certaine valeur et on va pouvoir lui assigner une nouvelle valeur. Donc il faut bien comprendre cette ligne-là comme étant la variable x va prendre le contenu qui est dans ce cas-là la valeur 12. On peut mettre évidemment des valeurs sous forme de constantes. On peut également, comme on l'a fait ici, utiliser une autre variable. On peut même utiliser la même variable pour recalculer. Alors vous remarquez que cette ligne est une absurdité du point de vue mathématique, mais il faut bien comprendre, x va prendre une nouvelle valeur qui est la soustraction de la valeur 2 à l'ancienne valeur de x. Pour effectuer ces assignations, ces calculs, on va utiliser des opérations arithmétiques. Lorsqu'on utilise des nombres entiers, comme je l'ai fait ici, on dispose de 5 opérations arithmétiques de base: l'addition, la soustraction, la multiplication, la division entière et le reste de la division, c'est-à-dire la valeur modulo.
Parlons maintenant des structures de contrôle qui sont évidemment essentielles à bien maîtriser, même pour écrire un programme relativement simple. Alors, on en a déjà entendu parler. J'aimerais mettre en évidence le fait qu'il y a deux catégories fondamentalement différentes, des structures qui sont liées à des tests et des structures qui sont des boucles. J'ai représenté ici les organigrammes et vous pouvez remarquer que pour un test, j'ai pris ici l'exemple du if, toutes les flèches descendent. Par contre, dans le cas des boucles, j'ai pris deux exemples dont on parlera tout à l'heure, un certain nombre de flèches, comme par exemple celle-là, remontent. C'est également le cas ici. Et fondamentalement, dans cette structure du if, on va commencer là, on va passer et on va terminer ici, alors que dans la structure de boucle, on va pouvoir revenir en arrière. Alors, regardons ça un petit peu plus en détail. Regardons en détail la structure if, qui est donc le test de base en langage C. Le principe est, on va tester une condition, et en fonction de la réponse, qui peut être oui ou qui peut être non, c'est mis en évidence par le petit rond, on va effectuer l'instruction, ou au contraire, on ne va pas effectuer l'instruction. Assez souvent, on va utiliser une instruction qui peut être en fait plusieurs instructions, et on utilise donc accolade ouverte, accolade fermée. Alors, il y a deux manières de le présenter graphiquement. Soit on aligne les deux accolades ouvertes et fermées, soit au contraire, on met l'accolade fermée en regard de la ligne où se trouve l'accolade ouverte. Alors, il faut que vous puissiez avoir l'habitude de lire ces deux manières de présenter les choses. Cette manière est peut-être plus lisible. Cette manière a évidemment l'avantage de prendre moins de lignes et parfois c'est extrêmement intéressant d'avoir moins de lignes. Nos écrans sont toujours limités en taille et plus on arrive à voir de lignes, plus notre cerveau est capable d'appréhender un nombre important de choses différentes. Donc la structure if est un test et ensuite le programme se poursuit. Il faut bien comprendre ça. Alors cette instruction, elle peut s'exécuter soit 0 fois, soit une fois. Il n'y a pas d'autre possibilité. On a une variante du if qui est un test plus complet. Non seulement, comme avec le if, on va exécuter l'instruction, la première instruction, si le test est vrai, mais on a également une autre instruction qui, elle, ne va s'exécuter que si le test est faux. Et finalement, là aussi, le programme continue. L'écriture, on la comprend bien. If, une condition qui a été mise entre accolades. Else, une autre condition également mise entre accolades. Donc, avec le if-else, la condition fausse donne aussi lieu à une instruction. On a exactement une instruction qui s'exécute dans tous les cas, soit la première, soit la seconde. Un petit exemple. Essayons de regarder ce petit morceau de programme. On a un premier if avec une condition. Ici, des instructions qui s'exécutent lorsque cette condition est vraie. Et ici, un else suivi d'une instruction. Cette instruction if qui commence ici et qui va se terminer là. Alors, je vais le représenter sous forme d'un organigramme. Peut-être on arrivera mieux à comprendre. On voit bien qu'on a un premier if qui est marqué en noir, avec la condition vraie qui donne lieu à une instruction. Et puis, le else entre dans une nouvelle instruction if, qui également a son test, sa condition vraie, sa condition fausse. Et finalement, le tout se retrouve à cet endroit-là. C'est une structure de choix multiples qui est assez fréquemment utilisée, qui est assez pratique. Vous verrez qu'il y en a une autre qui lui ressemble, qui n'est pas identique. On l'étudiera plus tard, qui s'appelle le switch case. Parlons maintenant des boucles. Dans une boucle, il y a fondamentalement ce retour en arrière, le fait que
ça peut durer longtemps. On va pouvoir rester dans cette boucle et ce mouvement rotatif que je suis en train de faire maintenant. C'est ce qui explique ce mot boucle. On a ici un test suivi d'une instruction. Si le test est faux, alors on termine la boucle. Voilà comme ça s'écrit. De nouveau avec la syntaxe où on aligne les parenthèses, la syntaxe où on aligne la parenthèse fermée à la ligne de la parenthèse ouverte. J'insiste sur le fait que la structure while est une boucle et qu'elle peut durer indéfiniment. Il faut être donc toujours extrêmement prudent. Parfois c'est ce qu'on cherche, parfois ça n'est pas ce qu'on cherche. Et l'instruction qui se trouve ici, elle peut ne pas s'exécuter 0 fois, elle peut s'exécuter une fois ou plusieurs fois, selon, bien entendu, la condition. Est-ce que vous voyez la différence entre cette boucle, cette nouvelle boucle et la précédente? On a simplement une inversion de l'instruction et du test. Dans le while, le test était au début. Dans le do while, le test est à la fin. Alors la syntaxe do, suivie d'une instruction qui généralement est notée entre accolades, avec de nouveau les deux manières d'écrire. L'instruction qui va s'exécuter est, pour terminer, la condition suivie d'un point-virgule. J'insiste là-dessus, c'est important. Donc la structure do while est une boucle. De nouveau, elle peut durer indéfiniment. J'insiste là-dessus, c'est important. Cette fois, elle peut ne s'exécuter qu'une fois ou plusieurs fois. Elle va forcément s'exécuter au moins une fois et c'est important de s'en souvenir. Prenons un exemple tiré de nouveau de la mécanique. On a un moteur qui entraîne une roue sans fin qui permet de faire bouger un chariot. On va décider par exemple ici que le chariot avance dans cette direction et recule dans cette direction. Le programme que nous avons écrit, vous y voyez une boucle sans fin, puis vous avez deux if qui permettent de faire avancer et reculer le moteur. Alors je vous laisse quelques instants pour réfléchir à ce programme et vous poser la question, quel mouvement du chariot est effectué par cette partie de programme? Alors la réponse, effectivement, c'est que le chariot fait un mouvement de va-et-vient permanent. Le permanent est lié au fait qu'on a ce while 1 qui est une boucle sans fin. Et effectivement, lorsqu'on termine la course à droite, je pourrais noter ici l'interrupteur de fin de course droite, eh bien, on va se mettre en mode avance, alors que lorsqu'on est arrivé dans l'interrupteur de fin de course gauche, on va reculer et on aura effectivement les mouvements va-et-vient qui vont s'effectuer. Nous avons donc déjà vu la boucle while et la boucle do while. Il existe une troisième manière d'écrire une boucle, c'est la structure qui s'appelle for. Alors, ça n'est rien de fondamentalement nouveau, c'est simplement une astuce d'écriture qui permet des présentations relativement compactes et souvent assez agréables. Si vous êtes d'accord, je vais commencer par un exemple. Ici, for, on lui passe 3 objets séparés par des points-virgules. Ces paramètres, en quelque sorte, de la boucle for sont les suivants. Tout d'abord, l'initialisation. C'est une instruction qui s'exécute une fois au début de la boucle. Une seule fois, et au début de la boucle. Le deuxième paramètre, c'est une condition. C'est la condition pour que la boucle continue. Si cette condition est fausse, on va sortir de la boucle. Et finalement, le troisième paramètre, on l'appelle assez souvent l'incrémentation. En fait, c'est simplement une instruction qui s'exécute à chaque itération de la boucle, à chaque reprise au début de la boucle. Donc, lorsqu'on a terminé ces instructions, si la condition est vraie, on va revenir au début et ce troisième paramètre s'exécute au moment de cette itération. Dans le cas particulier de cet exemple, on comprend très bien, i va aller de 0 jusqu'à 10 moins 1, jusqu'à 9,
et il va prendre les valeurs successives, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Un autre exemple, cette fois plus complet, for i égale 0, i inférieur ou égal à 5, i++, on utilise donc de nouveau cette boucle for pour faire du comptage en quelque sorte, et dans ce cas-là, on allume une LED, on attend une demi-seconde, on éteint la LED et on attend de nouveau 500 millisecondes. Combien de fois la LED va-t-elle s'allumer par ce programme? Alors la LED va effectivement s'allumer 6 fois. Parce qu'on est bien d'accord que chaque fois qu'on exécute ces instructions, on va allumer puis éteindre la LED. Et on va l'exécuter pour la valeur 0, pour la valeur 1, pour la valeur 2, pour la valeur 3, la valeur 4 et pour la valeur 5, puisque lorsque i est égal à 5, on est encore inférieur ou égal à 5, la condition est encore vérifiée et la boucle peut s'exécuter une dernière fois, donc la réponse 6 fois. Avec la boucle while, le test s'effectue au début de la boucle. Avec le do while, il s'exécute à la fin. Et il y a des cas où on serait peut-être intéressé à le faire au milieu. Alors il existe une instruction très générale qui s'appelle break et qui permet de terminer l'exécution de la boucle englobante. Donc la première boucle dans laquelle ce break est contenu. Ça peut être une boucle while, do while ou une boucle for. On verra même que ça peut être aussi le cas dans la structure switch qu'on verra plus tard. Voilà un exemple qui illustre cette boucle généralisée. On a une série d'instructions au début de la boucle, on a une série d'instructions à la fin de la boucle et la condition est testée au milieu de la boucle avec un if suivi d'un break. Je vais maintenant parler de la dernière structure de contrôle dont nous aurons besoin. Elle est plus compliquée que les autres, elle est même à certains égards un peu bizarre. Voilà ce qu'elle fait. On a un test sur une variable, on va donner donc une expression qui donne comme résultat des valeurs numériques, 0, 1, 2, 3, des valeurs discrètes, et on va pouvoir tester les différents cas. Ici, j'ai testé le cas 1, le cas 2, le cas 3, mais je peux évidemment aussi tester le cas 1000 si je le souhaite, et l'ordre n'a pas d'importance, c'est des tests séparés. Il s'agit donc bien d'un branchement conditionnel. En fonction de la valeur de la variable qui a été donnée au départ, eh bien, on va aller dans l'instruction 1, l'instruction 2 ou l'instruction 3, etc. Le problème, c'est que, très curieusement, après avoir exécuté l'instruction 1, on exécute l'instruction 2 et on exécute l'instruction 3, ce qui n'est absolument pas ce qu'on veut la plupart du temps. Il se trouve que le C fonctionne de cette manière-là. Notez aussi qu'il est possible de prendre un cas qui est le cas par défaut, c'est-à-dire tous les cas qui ne sont pas pris en compte par les valeurs qui ont été données avec le case. Et ici, ça permet de faire une autre instruction pour tous les autres cas. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, cette structure ne correspond pas aux besoins réels. La plupart du temps, pour le premier cas qu'on a pris, on souhaite exécuter cette instruction puis terminer et ne pas exécuter cette deuxième ou cette troisième instruction. Alors, il est nécessaire dans ce cas-là d'utiliser la commande break. Certains estiment que cette manière de présenter le switch, c'est la manière standard. Bon, alors dans ce cas-là, il faut ne pas oublier les breaks. Ici, celui-là n'est pas nécessaire puisque c'est le dernier. Dans certains cas, on peut avoir des astuces particulières. Si par exemple, on voulait utiliser le même traitement pour le cas 1 et le cas 2, eh bien, on pourrait effectivement supprimer cette instruction, supprimer ce break, et on aurait, pour le cas 1 et le cas 2, la même instruction 2 qui s'exécuterait, suivie de la sortie par le break. Je terminerai ce chapitre en parlant de procédure. Ce serait trop long d'en parler en détail maintenant, on n'a pas besoin de savoir beaucoup de choses, je donnerai juste les points essentiels.
Une procédure a un nom. Une procédure peut recevoir des paramètres d'entrée, un ou plusieurs. Une procédure peut rendre des paramètres en sortie. Ici, on n'en rend pas, alors que dans ce cas-là, on rend un paramètre de sortie. Donc une procédure, c'est un certain nombre d'instructions qu'on a regroupées et auxquelles on a attribué un nom, et donc la possibilité de passer des paramètres en entrée et en sortie. Voilà un exemple très concret. On va faire ici un clignotement. Ce clignotement, il va durer un certain nombre de fois avec une structure for, et chaque fois on allume, on attend, on éteint, on attend. Un autre exemple, ici, on donne en entrée un nombre et on souhaite obtenir le carré du nombre. Ce carré est calculé ici. Le mot réservé return permet de rendre en sortie une valeur, ici une valeur de type nombre entier. Il se trouve qu'en C, le programme principal est tout simplement une procédure particulière qui a un nom réservé, qui est le nom main. Alors, on a les deux manières de le noter. Parfois, on voit void main, parfois, on voit int main. Disons que sur un microcontrôleur, ce serait plus logique de prendre le void main pour la raison suivante. Dans un microcontrôleur, le programme ne se termine jamais. Par contre, sur un ordinateur, l'habitude est de pouvoir obtenir, lorsqu'un programme se termine, un code d'erreur, d'où ce int. Alors, on peut utiliser les deux. Certains compilateurs sont chatouilleux et aiment bien voir ce int. C'est la raison pour laquelle on va souvent l'utiliser, mais les deux solutions sont possibles. À noter que dans cet exemple ici, j'ai écrit un programme principal, le programme main, qui lui ne fait que appeler deux procédures, la procédure setup et à l'intérieur d'une boucle while, la procédure loop. Et vous avez reconnu que c'est le système de l'Arduino. Lorsque vous n'écrivez pas le main dans un programme Arduino, mais que vous écrivez setup d'une part et loop d'autre part, le programme va de lui-même rajouter en quelque sorte cette structure pour le programme principal qui existe bel et bien, évidemment, même dans une application Arduino. Évidemment, nous n'avons pas parlé de l'ensemble du langage C. C'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Mais on a un certain nombre d'éléments importants, les variables et les assignations, les structures de contrôle que nous avons vues d'une manière exhaustive et une petite approche des procédures dont on a souvent besoin. Avec ce qu'on a à disposition, on va pouvoir déjà faire beaucoup de programmes pour des microcontrôleurs. C'est un sous-ensemble du langage C qui est déjà suffisant pour travailler.